Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Grève des postiers très largement suivie dans tout le pays, même si certains bureaux de poste demeurent ouverts. La Direction générale d'Algérie Poste a saisi le tribunal de Dar el-Baïda en référé contre les organisateurs du mouvement de grève. Le verdict est tombé. La grève a été qualifiée d'illégale et de sauvage. On reproche aux postiers grévistes, entre autres griefs, de ne pas avoir déposé de préavis de grève auprès de l'employeur et de l'inspecteur du travail, et de ne pas avoir assuré de service minimum, ce qui a occasionné des problèmes très sérieux à de nombreux salariés et retraités qui ne pourront donc pas, en cette période très difficile de Ramadan, pouvoir effectuer des retraits pour assurer les besoins de leur famille. Ce mouvement de grève des postiers est d'autant plus problématique qu'il survient après des mois de pénurie des liquidités. Une situation très difficile pour les épargnants, les salariés et les retraités qui devaient faire des files d'attente de journées entières pour pouvoir effectuer des retraits. Mais ce mouvement de grève n'est ni isolé, ni asymptomatique. Il est significatif d'un malaise social général dans un contexte très volatile. La grogne est partout, quasiment dans tous les secteurs d'activité, entre autres chez les médecins du secteur public et les enseignants qui ont commencé des débrayages et qui menacent de durcir leurs mouvements respectifs. Autant dire que la situation risque de s'emballer, voire de dégénérer à un moment où les pouvoirs publics donnent des signes de débâcle généralisé, à un moment où les ressources financières qui permettaient d'alimenter un tant soit peu la machine à acheter la paix sociale se tarissent à vue d'œil. C'est dire qu'avec toute la bonne volonté du monde, le régime ne pourra pas faire face aux dures échéances qui se profilent déjà à l'horizon, dont celles des prochaines élections législatives ne seront pas des moindres. Mais un autre facteur, autrement plus prometteur celui-là, est dans la problématique, le Hirak. Un Hirak qui tient bon et qui avance et qui promet de monter en cadence. Des frémissements politiques annonciateurs d'un tournant sont dans l'air, ici et là, dans le cheminement du Hirak, qui semble vouloir aller vers plus d'initiatives citoyennes et plus de concertation entre ses membres. Nous sommes encore loin d'une véritable synergie, d'une vraie concertation au sein du Hirak, mais des signes percent ici et là qui laissent espérer en une montée en cadence, tas'id ou escalade, selon les termes du Hirak. La situation en est là. Un régime très nerveux, qui n'est plus que dans la répression et l'improvisation, qui n'a plus les moyens de ses méthodes et qui semble être dans l'impasse politique. De l'autre côté, un Hirak qui n'en démord pas, un climat social explosif et un contexte sanitaire qui semble se compliquer. ماشي نورمال يا ناس حسوا بينا جوني مارقة نشوفوا بعينينا كي تشوفوا لك ليش يا مدهم قاسيني
Algérie, les mouvements sociaux s'emballent. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Hakim Haddad, militant politique en Algérie. Hakim, merci d'être avec nous. Massa Nour, bonsoir à tout le monde. Merci de l'invitation. Merci. Depuis le Canada, Adel Jabbar, observateur politique. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui te remercie. Bien le bonjour à ton invité sur le plateau. Un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger aussi. Merci. Tarq Ammar Khouja, chargé de communication du SNAP, le syndicat de la Poste. Tarq Ammar Khouja, merci d'être avec nous. Merci à vous, Sidi Jamal Din, et bien le bonjour à tous vos invités. Merci beaucoup. Messoud Boudiba, porte-parole du CNAPES, qui nous rejoindra tout à l'heure, qui nous parlera du mouvement social des enseignants. Alors, nous allons commencer par Tarq Ammar Khouja, puisque vous faites l'actualité. Les postiers sont en grève, donc. C'est un mouvement qui semble se généraliser à l'ensemble du pays, hormis quelques bureaux de poste, nous dit-on. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, à plus forte raison, que la justice vient de rendre un verdict en référé où elle déclare votre grève illégale, sauvage, parce que, selon elle, vous n'auriez pas déposé de préavis de grève, pas de service minimum et autres griefs de ce genre. Tarq Ammar Khouja. Oui, bon, premièrement, il faut préciser que cette grève n'a pas été déclarée par un syndicat quiconque. C'était une grève spontanée des travailleurs, des postiers. Eh ben, tout ça, c'est le résultat de beaucoup d'années de mépris envers les postiers et surtout de ne pas les laisser avoir leur propre liberté syndicale. Le SNAP existe depuis 2012. Il a fallu se battre pour être agréé. On a eu l'agrément quasiment 4 ans plus tard. Et la direction d'Algérie Post a fait des mains et des pieds. Elle a fait des bâtons dans les roues pour empêcher les postiers d'adhérer au SNAP. Et pour exiger, en fait, et pour comment dirais-je, pour toujours mettre en évidence le syndicat maison. Vous voyez ce que je veux dire? Et lequel est-ce? C'est le syndicat de l'UJTA? Voilà, c'est ce que j'appelle, voilà. D'accord. Donc, du coup, les postiers se sont retrouvés comment dirais, sans casquette syndicale. Et ben voilà le résultat. Le postier, c'est l'explosion, c'est la déflagration de colère des postiers. Et bien sûr, les postiers, vous savez, il y a un mot qui se répète beaucoup chez les postiers, c'est la hogra. Et le communiqué qui vient de tomber de votre direction, qui vous somme de reprendre le travail faute de licenciement, sans préavis ni indemnité, quelle est la réaction des travailleurs en grève, des postiers en grève? Ben, la réaction des travailleurs, c'est la colère. Ils ne comprennent pas pourquoi, qu'est-ce qui empêche la direction de faire un dialogue pour une fois sincère avec les représentants réels des travailleurs. Au lieu de ça, on a entendu la directrice générale parler toujours et toujours du syndicat maison et que les travailleurs disent que ça y est, ils ont ras-le-bol de la langue de bois. Ils cherchent un véritable dialogue avec leurs représentants qu'ils ont choisis eux-mêmes. Ou avec le syndicat qu'ils ont choisi eux-mêmes de dialoguer. Nous, au SNAP, on a appelé au dialogue plusieurs fois. Ça fait des années. Et récemment, avec cette grève, on a appelé au dialogue. Mais c'est toujours la sourde oreille. Voilà. Donc, quel est le pourcentage des salariés, des postiers qui vous ont suivi dans le mouvement de grève en termes de pourcentage? Est-ce qu'on peut dire 80? Le pourcentage, on va dire, il est à partir de 80%. Hein.
80%. Voilà, parce que Alors, et quelle est vraiment, cette histoire de receveurs qui ont ouvert les bureaux de poste pour essayer d'assumer les prestations Est-ce qu'un receveur à lui tout seul peut assumer les prestations d'un bureau de poste avec ce qu'on appelle l'arrière et l'avant de la poste? Bon, vous savez un peu, bon, non plus, il ne faut pas trop leur en vouloir. Il y a une très grande pression sur le receveur. C'est un peu, on peut dire, c'est un peu les représentants de la direction, on va dire, un peu. Mais on va pas généraliser. C'est pas tous les receveurs qui ont travaillé non plus. Donc ça a toujours existé dans les grèves. On cherche toujours à casser la dynamique de la grève en faisant pression sur les chefs de bureau. Ça a toujours existé. Alors, nous allons regarder quelques images du ministre de la Poste qui s'est déplacé et qui a été reçu par les travailleurs. Un travailleur qui a pris la parole et qui lui a parlé. Et vous allez voir comment il lui a parlé pour dire que les choses ont beaucoup changé. Puis je reviens vers vous. Nous allons regarder cette scène presque surréaliste, j'allais dire, du ministre de Poste reçu par les postiers. احنا ما نعرفوش صلاحنا رانا نتبعوه في الناس هذه وحده. بريد الجزائر فيه من الكفاءات اللي عندهم العقل وعندهم العلم باش يعرفوا الصلاح ديالهم. هذه زوج. ثالثا انت ماكش وليد القطاع. انت يا راك تسير في مرحله سياسيه معناتها غدوه تقدر تكون في وزاره التجاره ولا تكون في وزاره الماليه. البريد يتكلموا عليه الناس ديالو ولادو اللي تربوا فيه. كيف قلنا نعاونكم انتايا؟ انت ما تقدرش تعاون، علاش ما تقدرش تعاون؟ لانك انتايا لازم تكون في مكان حيادي. اللي يعاوننا هما الممثلين الشرعيين اللي يعرفوهم الخدام، ماشي اللي تخيرهم الاداره. هما اللي يتكلموا باسم Tarek Ammar Khoja, comment il lui a parlé, bon sang, vraiment incroyable, hein, Hakim? Oui. Incroyable, hein? Tu ne peux pas comprendre. Vous n'êtes pas du secteur, vous avez été bombardé, comme vous pourriez demain être bombardé, ministre, je ne sais pas quoi. Mais les gens de la Poste qui connaissent leurs problèmes, c'est d'eux qu'on a besoin pour parler. C'est incroyable, hein, cette sortie. Mais nous allons rester avec Tarek Ammar Khoja. Qu'est-ce que vous pensez de cette interpellation, j'allais dire, des postiers de leur ministre de tutelle? Ben, vous savez, comme je viens de le dire, c'est le ras-le-bol total. Vous savez, les postiers, qui m'agoulou بالعربية شبعوا من الpopulisme. Oui. Le populisme, on en a vu de toutes les couleurs à la Poste. Et on l'a vu, le ministre, hein, en matière de populisme, s'est déplacé dans les bureaux de poste en train d'aider les usagers à les servir, à les aider à faire la chaîne. C'est carrément populiste, on ne peut pas plus. Hein. Voilà, alors que les postiers, ils peuvent bien satisfaire à certaines revendications évidentes, au moins pour au moins montrer la bonne intention. Si on alors vous allez nous dire quelles sont vos revendications principales, justement. Bon, la première revendication, on va dire, c'est des primes qui sont gelées depuis 2003. Entre autres, la prime de rendement individuel et collectif. Depuis 2003, cette question n'a pas encore été réglée. Ils n'ont toujours pas mis un moyen de calculer cette prime pour chaque travailleur. Il y a ça depuis 2003 et que des promesses. On promet toujours chaque année, on dit voilà, on va régler. Il n'y a pas eu de règlement de ce problème. Autre chose, il y a les positionnements. Je vous cite un exemple. Il y a un facteur qui travaille au guichet et qui n'est pas payé pour ça, par exemple. C'est les positionnements. Et la chose la plus importante, enfin, aux yeux des postiers, c'est-à-dire les postiers, vous savez, ils font un travail très, 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 très difficile. Physiquement, tout ce que vous voulez. Oui. Vous savez, la crise de liquidité, c'est le guichetier qui a avalé toute la colère des citoyens. Quand il vient et qu'il ne trouve pas de la liquidité,
eh ben, c'est le guichetier, c'est le postier qui subit. Ce n'est pas eux. Eux, ils sont derrière leur bureau. Donc, ce postier-là, il est fatigué. Ils espéraient avoir un samedi de repos comme toutes les autres entreprises. 2 jours de repos, vendredi et samedi. Oui. Eh ben non. Eh ben non. Ils leur ont rajouté le vendredi. Donc, les travailleurs, ils travaillent 7 jours sur 7. Eh ben, je vous laisse imaginer un peu le burn-out. Et est-ce qu'ils ont en contrepartie des heures supplémentaires majorées comme tout le monde? Est-ce qu'ils sont payés avec heures supplémentaires majorées? Non. Eh ben non, monsieur. Eh ben non, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés et ça dure depuis longtemps. Ils font des heures supplémentaires et ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Ou alors s'ils sont payés, c'est des fois comme ça, mais c'est vraiment... c'est pas vraiment sûr, quoi. Et je vous cite un exemple, parce que ça fait des années que les postiers travaillent, par exemple, les vendredis, quand il s'agit, par exemple, des mois de carême, à l'approche de l'Aïd. À l'approche de l'Aïd, pour que tout le monde ait leur salaire. Mais bon, là, déjà, les postiers, ils n'ont rien dit, ils se sont dit, bon, allez, Ramadan, l'Aïd, nous, on va travailler, il n'y a pas de problème. Les postiers, ils sont trop gentils. Moi, je vous le dis. Hein. Mais justement, les postiers sont gentils. Moi, je le sais. Moi, je suis fils de postier, donc je suis de votre côté, naturellement. Hein. Monsieur Nouf. Mais dites-moi, est-ce que, quand vous avez réfléchi à vous mettre en grève, est-ce que vous n'avez pas pensé que le mouvement pourrait être très impopulaire à cause de Ramadan, à cause de cette absence de liquidité, à cause des petites gens qui n'ont pas quoi dépenser et qui n'ont que ces comptes postaux où ils vont retirer le peu d'économie ou leur pension? Est-ce que vous n'avez pas pensé à cet aspect des choses? Ben, comme je viens de vous le dire, Monsieur Benchenouf, ce n'est pas nous qui ont appelé à la grève. C'est une déflagration postière, c'est une déflagration des postiers. Ça s'est passé spontanément. C'est les postiers qui ont explosé. Voilà, tout simplement. Et quand ça explose, ça ressemble à un tremblement de terre. Ça ne dit pas quand. Trop, c'est trop. C'est une réaction à trop d'injustice. Voilà, tout simplement. Alors, je vais laisser mes 2 invités, avant de vous libérer, de vous poser chacun une question. Hakim, peut-être une question en particulier ou une remarque? Non, moi, la remarque, d'abord, je salue notre ami postier, parce que votre papa était postier. Moi-même, j'ai été postier il y a une dizaine d'années, donc je comprends tout à fait ce que met en avant le syndicat du SNAP et ce que parle le chargé de communication. Donc, aussi impopulaire puisse être effectivement ce mouvement en ce moment, j'apporte mon soutien à ces grévistes, même si effectivement ça gêne malheureusement les citoyens. J'espère bien évidemment que cette grève ne durera pas longtemps et que les revendications seront satisfaites le plus vite possible. Mais je dirais 2 choses pour finir sur ce point momentanément. C'est premièrement, les grèves ne sont pas faites. Il faut qu'une grève, malheureusement, mais il faut qu'une grève gêne. Si elle ne gênait pas, eh ben on n'en aurait pas parlé. Absolument. Voilà. Donc l'un dans l'autre, nous espérons que parce que on est en plein mois de jeûne et de carême, mois de Ramadan, puisque cette grève gêne, j'espère, même si j'y crois pas trop, que les autorités et la direction de la Poste et sa tutelle, le ministère, iront vers le règlement à travers le dialogue, comme l'appelle le syndicat, le SNAP. Donc, ma seule chose à dire, c'est que soutien à ces grévistes et solidarité avec les citoyens qui peinent de ce problème. Mais encore une fois, comme ça vient d'être dit, c'est pas les postiers. Moi, je peux comprendre les citoyennes et les citoyens, surtout en ce moment, qui peuvent reprocher, en vouloir aux postiers, mais c'est pas les postiers qui sont responsables de cette situation. Ce sont les personnes, c'est la tutelle et la direction générale d'Algérie Post, que je connais bien, j'y ai travaillé 18 mois, que je connais bien de l'intérieur. Ce sont donc sa tutelle et la direction générale qui ne répondent pas favorablement aux revendications ou qui tardent à répondre aux revendications. C'est eux les responsables et non pas les postiers. Les postiers, ce sont des citoyens et des citoyennes comme tout le monde et ils ont besoin aussi de se nourrir. Donc,
quand à la dernière limite, il faut qu'il recourt à une grève, eh ben c'est un moyen légal, même si les tribunaux et non pas la justice, comme à chaque fois, comme avec les professeurs, comme avec les médecins, etc., décident que les grèves sont illégales. Tarek Ammar Khouja, vous avez toujours le statut de la fonction publique? Vous êtes toujours non, dans la fonction publique? Nous sommes une EPIC. Ah, une EPIC, d'accord, très bien. Alors, Adel Jabbar, une question ou une remarque, une question peut-être Tarek Ammar Khouja avant qu'il ne nous quitte? Ben, je n'ai pas de question particulière, sauf déclarer mon soutien inconditionnel, total, intégral, plein et entier à tous ceux qui revendiquent leurs droits. Je suis certain que les postiers, comme l'ensemble des autres franges de la société algérienne, des autres secteurs économiques, sont victimes de ce massacre de la situation politique, sociale et économique. S'il y avait un peu d'écoute dans les oreilles de leur tutelle ou de leur direction générale, je pense que si les gens faisaient preuve de leadership et de capacité de médiation, ils auraient trouvé des problèmes. Cette grève est malvenue, entre parenthèses et entre guillemets, tout simplement parce qu'elle pénalise un peu les usagers. Mais il n'y a pas d'omelette sans casser d'œuf, comme on dit. Maintenant, la seule remarque que j'ai à faire à notre ami, c'est de lui dire qu'il n'y a pas que les postiers qui sont gentils en Algérie, c'est tous les Algériens qui sont gentils. Adel me donnera toujours. Alors, Tarek Ammar Khouja, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Juste Oui. une petite précision, c'est possible. Oui, Par bien rapport sûr. aux décisions de justice, à la décision de justice. Ben, je voudrais bien que la direction montre l'exemple déjà à appliquer les décisions de justice en faveur des travailleurs. Il y a des travailleurs licenciés qui ont eu des décisions de justice de réintégration et que la direction ne veut pas appliquer. Alors qu'ils donnent l'exemple d'abord avant d'appliquer la décision de justice de geler la grève aux postiers. Alors, Voilà. merci d'avoir apporté cette précision. Et Hakim Haddad, qui est avec nous lui-même, a une décision de justice en sa faveur, rendue en sa faveur, En 2014. contre son employeur qui est Algérie Post. Algérie Post, En et 2014. qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été honorée, n'a pas été respectée par cette direction qui aujourd'hui fait appel à la justice Zama. Moi-même, M. Benchenouf. Ben voilà, encore. Moi-même, Et je suis licencié avec une décision de justice qui ne veut pas appliquer. Et est-il vrai qu'il y a des centaines de postiers qui sont concernés par ces verdicts? Oui, il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup. D'accord. On reçoit beaucoup de communication de ces pauvres victimes d'abus. Eh ben, je peux vous dire que c'est la catastrophe. Ben, merci beaucoup, bon courage à vous. vous en prie. J'espère que tous les Algériens vous soutiendront, même si ça va être difficile pour beaucoup de nos compatriotes qui vont souffrir de cette grève, parce que c'est leur seul revenu, n'ont pas d'autres moyens de vivre, n'ont pas d'autres moyens de subsistance que ce... Monsieur Benchenouf, Oui. juste une précision. Oui. Régler le problème des postiers, c'est régler le problème du citoyen, tout simplement. J'entends bien. Si ces gens acceptent de donner leurs droits tout simplement aux postiers, ça réglerait le problème de tout le monde. On réitère notre appel au dialogue. Nous, on cherche le dialogue, on cherche à apaiser, on cherche à ce que le citoyen ne soit pas pénalisé davantage. Donc c'est à la direction d'ouvrir les voies du dialogue, tout simplement. Eh bien, j'espère que votre appel ne sera pas sans suite et que la sagesse prévaudra pour le bien de tout le monde. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. Alors, Messoud Boudiba vient de nous rejoindre, porte-parole du CNAPEST. Messoud Boudiba, merci d'être avec nous. Sahar Ramadak. الله يسلمك صحة رمضانكم ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. Merci beaucoup. Alors, M. Boudiba, qu'est-ce qui se passe dans votre secteur débrayage? Nous dit-on des grèves perlées ici et là, une menace de grève générale. Qu'en est-il vraiment? Bon,
vous savez que l'Algérien en général et l'enseignant en particulier vit une situation sociale trop précaire, surtout après la chute du prix du baril de pétrole. Oui. Puisque notre économie est basée sur la rente pétrolière. Oui. Bon, depuis 12 ans, notre syndicat a vu, vu la situation politique et sanitaire, a choisi stratégiquement de geler et reporter notre plateforme de revendication. Socio-professionnelle, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais les circonstances actuelles de l'enseignant ne peuvent plus attendre, surtout la dégradation de son pouvoir d'achat. C'est bien que sa situation sociale est passée de la couche moyenne vers la couche la plus précaire. الألجيريان دوكا يعني انزاح من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة. Oui. Oui. L'enseignant aussi, l'enseignant ne peut plus se permettre d'avoir un logement. Car les différentes formules d'accès au logement, ADL, LPP, LSP, etc., exigent un salaire qui dépasse 12 millions, 13 millions. Sachant que le salaire de l'enseignant un enseignant a une ancienneté, par exemple, de 22 ans au lycée, ne dépasse pas les 55 000 dinars. 5 500 centimes. Dans le meilleur des cas. 55 000. Dans les meilleurs des cas, bien sûr. Un enseignant marié, 2 à 3 enfants, après 22 ans d'ancienneté, ne dépasse pas les 55 000 dinars algériens. D'autre part, tout le monde sait que pour accéder au logement social, s'il existe bien sûr, cet enseignant n'a pas ce droit. Vu que, parce qu'il dépasse les 24 000 dinars. Les 24 000. Ça veut dire qu'il n'a droit ni au social, ni aux formules voilà. de logement optionnel. Donc, l'enseignant, aujourd'hui, ما عندوش الحق d'avoir un logement. D'autre part, sa situation professionnelle devient infernale par la conjugaison de la charge de travail, de volume horaire, de la surcharge de classe, de temps plus que les moyens pédagogiques très limités. Alors, vous nous parlez des enseignants du primaire, du moyen et du secondaire. Exactement. Donc, on appelle les trois paliers. Primaire, donc, vous nous parlez d'une charge de travail, rappelons-le, qui est de 10 millions d'élèves. Exactement. 10 millions d'élèves, 5500 enseignants presque. Toute cette pression psychologique concourt à un climat devient violent, devenu insupportable. Quelle est la moyenne d'élèves par classe primaire, moyen et secondaire? Pour avoir une idée de ce qu'on dit. La moyenne, c'est 40-45. 45 40 à 45. 40-45. Élèves par classe. Par classe. Oui. C'est incroyable. Bon, c'est pour cela le Conseil national, vu
toutes ces dégradations de la situation socio-professionnelle, a décidé une grève de 2 jours comme un signal fort d'alarme et un avertissement aux autorités supérieures du pays afin d'intervenir le plus rapidement possible avant que la situation ne dégénère plus gravement. Davantage. Oui, mais donc c'est un coup de semence, c'est une grève d'avertissement. Un grève d'avertissement. D'accord. Et aussi, en tant que le CNAPEST est en tant qu'opérateur syndical actif, le CNAPEST est une partie très entreprenante dans le cadre de CIASA, la Confédération des syndicats algériens, oui. De l'intersyndicale de l'éducation, ce qui fait que nous disposons d'une plateforme commune avec nos partenaires. Et quelle est l'attitude, la position des autres syndicats de votre corporation? C'est-à-dire, prochainement, normalement, prochainement, nous allons dévoiler à l'opinion publique notre plan d'action au niveau de l'intersyndicale de l'éducation et aussi CIASA. On a décidé d'entamer ensemble des actions communes. On est pour avoir, il y a des revendications, surtout le côté social, le pouvoir d'achat, le dossier de logement, le dossier de retraite, etc. C'est des dossiers qui nécessitent un front de syndicats forts. Alors, une dernière question, mais qui n'est pas vraiment, j'allais dire, corporatiste, mais hirakiste plutôt. Vous savez que le Hirak attend des grands corps de métiers, des grandes corporations comme la vôtre, comme celle des magistrats, des avocats, des enseignants universitaires et autres grands corps de la nation de ce type, qu'ils rejoignent le Hirak en tant que corps, pas en tant que hirakiste. Et jusque-là, vous ne vous êtes pas officiellement ni publiquement exprimé sur la question. Alors? Écoute, bon... Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, je comprendrai votre réserve. Mais oui, je vous exprime la question que se pose le Hirak. Hein, bon, malgré que nous sommes toujours préoccupés par la situation de Hirak, mais vous savez que la situation en général, un syndicat, c'est plusieurs tendances, c'est-à-dire la situation est difficile par rapport, c'est un droit, la situation, لقينا صعوبات كبيره، لقينا des difficultés باش نقدروا نوحدوا يعني الرؤيه انصامبل، باش نقدروا نروحوا ان فرون انصامبل في لا كيستيون دو حراك. مي هكذا اون سولو اوني توجور حراك. Les revendications de Hirak, c'est les libertés, c'est l'état de droit, c'est une justice forte et tout. C'est notre... un état de droit, tout simplement. Une démocratie. C'est un état de droit. Mais malheureusement, on a trouvé plein de difficultés pour نقدروا نوحدوا الرؤية ensemble. En tout cas, merci beaucoup, M. Saoud Boudiba, et nous souhaitons tous, et tous les Algériens, j'imagine, tous, du moins ceux qui sont hirakistes de cœur,
que les enseignants puissent les rejoindre en tant qu'enseignants, ceux qui sont en train d'élever leurs enfants et leur apprendre les valeurs de la vie, les valeurs du droit, de la justice et surtout de ce qui est vrai et de ce qui est juste. Ainsi qu'à toute la famille. Merci beaucoup. Alors, à nous trois, mes chers amis, Adel Jabbar et Hakim Haddad, d'abord, commentaire sur ce qui vient d'être dit, peut-être? Oui, rapide chose. Première des choses, c'est que suite à ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on a entendu auparavant, moi je rajouterais le conflit qui a lieu depuis des mois et des mois entre les travailleurs à Béjaïa, Numilog, merci, Numilog avec la direction. Le pot de fer contre le pot, pas de terre. Voilà, qui finira de toute façon par gagner, parce qu'il est dans le juste. Et surtout attirer l'attention sur les exactions qui ont été commises hier, la violence physique qui a été commise hier sur les travailleurs de Numilog devant un tribunal dit de justice, voilà, où ils sont allés protester pacifiquement comme ils le font depuis des mois. Il faut aussi en parler puisqu'on parle des mouvements sociaux en ce moment. Deuxième chose, c'est que c'est vraiment, il ne faut pas se tromper d'adversaire. C'est oui, effectivement, quand les profs font grève, ça pénalise les parents, ça pénalise surtout l'enfant. Oui, quand les postiers font grève, ça pénalise, et en particulier comme en ce moment, ça pénalise les citoyens qui ne peuvent pas retirer leur denier. Mais, et d'autres secteurs, on pourrait citer plein d'autres secteurs, vraiment plein d'autres, mais principalement ces deux-là. Mais en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas ces travailleurs et ce n'est pas encore moins leurs représentants syndicaux qui sont dans le tort, ce sont les tutelles et cette permanente politique de vouloir écraser l'autre, de vouloir ne pas faire attention à l'autre, comme si... le non-respect des verdicts rendus absolument. En faveur des travailleurs vous qui sont disiez pas tout à l'heure... انا ما نخلصكش ما فلوسهم مش هخلص ما نرجعش فوالا عقبني 100 سنه في العافيه même plus grave pour les entreprises, pour la survie économique des entreprises. Je le sais parce que je l'ai vécu. Je sais aussi qu'il y a des centaines de salariés qui ont vécu, qui vivent encore aujourd'hui la même chose. Les entreprises, et particulièrement Algérie Post, et qu'elles mettent en justice pour qu'on déballe pour qu'on puisse régler les choses publiquement. Mais elles préfèrent payer les gens, payer des indemnités aux gens plutôt que de les réintégrer dans leur poste de travail suite à des décisions de justice. Voilà, donc il y a des salariés qui, chaque mois ou tous les 3 mois, touchent de l'argent. Mais ما يرجعش bien évidemment bien évidemment الخدام il préfère يرجع لخدمته plutôt qu'il dit 80 مليون ومن بعد يصبح بلا خدمه quoi. Voilà, donc c'est tout ça, c'est que ce ne sont pas les salariés, ce ne sont pas les travailleurs et les travailleuses qui se mettent en grève qui sont en tort, ce sont ceux qui ne répondent pas aux justes revendications. Qu'est-ce que demandent les postiers? Qu'est-ce que demandent les enseignants qui sont dans les mêmes revendications, je le précise, comme ça a été dit, depuis des années et des années. Donc, au bout d'un moment, effectivement, Wassala Seydou Zouba, il y a des travailleurs qui ne sont pas les syndicats, il le précisait tout à l'heure le camarade du SNAP, des travailleurs qui en ont ras-le-bol et qui décident de grève effectivement impromptue et appelée de manière entre guillemets sauvage. Troisième, rapidement, point, j'allais l'aborder. Vous avez posé la question, Sbartni, vous avez posé la question, et j'entends la réponse du camarade du Knapest. Effectivement, ça n'a pas lien direct avec les mouvements sociaux du moment, ça a lien avec le Hirak, mais dans le Hirak, il y a aussi des représentants de mouvements sociaux. Oui. Donc, moi, j'entends ce qui vous a répondu, nous essayons, etc. J'espère que, parce qu'il est du rôle des syndicats, oui. Il est du rôle des syndicats, non pas en tant que les instituteurs, que l'ensemble des syndicats, l'ensemble de corporations rejoignent en tant que tels et soutiennent en tant que tels les revendications et le Hirak et les revendications qui émanent. Ça ne donnera que plus de force à ce Hirak et à ces revendications. Ça rapprochera, j'espère, parce que c'est des syndicats quand même, c'est quand même
je dirais avec tout le respect pour tout le monde, mais largement plus important comme assise que des partis politiques, que des associations, etc. Donc, voilà, donc il je pourrait pense donc accélérer le processus. Voilà, et je pense, et j'espère, et j'en appelle à ce que les syndicats les plus représentatifs, et je ne parle pas de la centrale syndicale, mais ce qu'on appelle autonomes, rejoignent en tant que tel, avec le CSA ou sans le CSA, la Confédération syndicale algérienne, le Hirak, et soutiennent pleinement et ouvertement le Hirak. J'ai été dans beaucoup de réunions où nous avons faites dites de la société civile, des collectifs en 2019 avec les syndicats et avec la CSA. Nous avons fait un bout de chemin ensemble, comme quoi c'est possible. Nous sommes arrivés jusqu'à la fameuse conférence nationale qui a été faite dite de la société civile le 15 juin 2019. Et il y avait plein de syndicats autonomes qui étaient représentés. Et c'est vrai que ça a été dur en leur sein, mais ils étaient là et ils étaient signataires de textes. Comme quoi c'est possible. Absolument. Donc, franchement, c'est très important. C'est des moments très importants. Nous en parlerons, j'espère, plus tard. Que vivent les Algériens et le Hirak. Il serait maintenant de bonne loi et assez urgent que les syndicats, individuellement ou à travers le CSA, expriment fermement et ouvertement et publiquement leur soutien au Hirak. Et leur engagement. Et leur engagement. Je ne doute pas de leur engagement individuel en tant que corporation. Absolument. Adel Jabbar, commentaire. Oui, un commentaire. Moi, je suis partagé entre le soutien inconditionnel à tous les mouvements de protestation sociale et socio-professionnelle, mais aussi à l'attitude qui est affichée par les syndicats vis-à-vis d'un mouvement révolutionnaire qui veut aller très loin dans l'émancipation et dans l'indépendance du peuple algérien. Tant qu'il n'y a pas de soutien franc, massif et clair de la part des syndicats, c'est comme celui qui est assis entre deux chaises. Il faut prendre une chaise et s'asseoir convenablement. S'ils veulent avoir le soutien du peuple algérien, un soutien inconditionnel à leurs revendications sociales qui sont un droit imprescriptible, il faudrait qu'eux aussi ne considère pas le Hirak comme une revendication étrangère, parce que c'est le Hirak. Le combat est avant tout un combat politique. D'abord, si nous gagnons le combat politique, tous ces délitements, tous ces problèmes de la société vont se régler dans un État civil, dans un véritable État de droit, où la justice primera et sera au-dessus de tout le monde. Mais tant que chacun se bat, se mobilise pour sa petite chapelle, je pense que c'est quelque chose de particulièrement dangereux pour la cohésion nationale et pour le Hirak, parce que chacun va combattre pour sa chapelle. Nous, on n'est pas obligé de supporter à chaque fois les éleveurs de bétail ou les producteurs de cuivre ou les postiers, etc. Bon, je pense qu'il faut faire intégrer ces revendications-là dans des syndicats, parce que les syndicats, c'est des forces de mobilisation qui sont extrêmement importantes. Je me rappelle du combat qui a été mené par l'Union générale des travailleurs tunisiens, qui était le fer de lance de la révolution anti-Ben Ali. Je ne comprends pas, je sais pourquoi les syndicats sont aussi froids, aussi frigides et aussi délestés de leur énergie, parce que très souvent, tous les syndicats ont à leur tête des clones qui sont fabriqués par les services de sécurité, qui sont imposés à la tête des travailleurs. Nous avons vu dans une vidéo le ministre des Postes se faire malmener par un travailleur. Et puis, il voulait lui dénier le droit de parler au nom des gens. Et les gens lui ont dit, les syndicats que vous avez élus, et nous savons comment que ça se passe, ne nous représentent pas. Ce sont ce genre de personnes qui nous représentent dans un véritable état de droit. Mais, hormis ce clonage dont vous parlez, qui est réellement un vrai problème, c'était un travail du DRS, rappelons-le, quand ils ont créé les syndicats autonomes, de créer un clone pour chaque syndicat et un clone pour chaque parti qui soit un tant soit peu menaçant. Hein. Les partis maisons et les syndicats maisons, il n'y a pas de souci. Mais hormis cet aspect du clonage des syndicats,
comment expliquez-vous que les élites, parce que ce sont des élites, hein, les enseignants, les juges, les avocats, les enseignants universitaires, comment expliquez-vous cette distance, cette froideur à l'endroit du Hirak, ne serait-ce que sur un plan corporatiste? Je ne parle pas des individus qui vont au Hirak chaque vendredi ou chaque mardi. Comment expliquez-vous? Menaces, indifférence, carriérisme quelle est votre explication? Mon explication est la suivante, c'est que nous ne sommes pas des corps homogènes. Les individus changent. Quelqu'un me posait la question hier pour me dire pourquoi la diaspora ne se blablabla, etc. Je lui ai dit, la diaspora est le miroir de la société algérienne. Parmi nous, il y a des gens qui s'en foutent royalement de ce qui se passe au pays, il y a ceux qui sont récalcitrants, il y a ceux qui sont opposés, et puis il y a une bonne partie de gens qui sont mobilisés parce qu'ils sont très attachés à leur pays. Donc les élites, vous parlez d'élites, il y a plusieurs types d'élites. C'est pas le il dit que je suis l'élite. Pour moi, et je l'ai tout le temps dit, l'élite, ce sont ces jeunes-là qui sont sortis, qui sont à l'avant-garde du combat pour la liberté, pour les droits civiques des Algériens. Je vais vous dire ce qu'avait dit le Mohamed Tajadid, lui et ses copains, quand il a été questionné sur une question, pour lui dire, toi, tu es un personnage très visible dans cette révolution-là, donne-nous une feuille de route. Vous savez quelle a été sa réponse? Elle a été à la hauteur de son génie. قال لهم أنا هنا باش نفتح الطريق. خطة الطريق النخب اللي يديروها. Or aujourd'hui, النخب à 90%, elles sont dans l'indolence la plus totale, sinon dans la contre-révolution la plus entière. Les gens, c'est des khobzistes. C'est des gens qui ont peur, c'est des gens qui ont toujours servi, c'est des gens qui veulent encore servir, qui ne se positionnent pas, c'est des opportunistes qui sont là. Le Ghrbel, le Hirak, il est en train de filtrer encore. Et on a vu des têtes tomber, des gens qui étaient aux avant-postes, qui prenaient des selfies et qui font des déclarations contre-révolutionnaires. Moi, je pense que les seules élites qui existent en Algérie, ce sont ces jeunes-là. Il n'y a pas d'autre élite, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas l'élite du tout. L'élite, c'est celle qui qui éclaire son peuple, qui est à l'avant-garde de son combat, de ses revendications pour son émancipation, pour sa liberté et pour son indépendance. Les élites de ce type-là, il faut vraiment tirer la chasse et ne pas en parler du tout, parce que c'est indigne de s'attitrer de ce titre, de ce qualificatif d'élite, comme ceux qui s'attitrent du titre d'experts en je ne sais pas trop quoi. Ils sont experts dans partout, ils viennent déblatérer sur les plateaux et ils passent leur temps à casser du sucre sur de pauvres gens qu'on est en train de ruiner aujourd'hui. On l'a prévu, on l'a dit, on l'a écrit depuis de longues années. Et depuis novembre à date, la paupérisation et l'appauvrissement et la misère ne fait que s'installer dans cette Algérie. Que font ces élites؟ سمعنا بواحد من هاد l'élite هادو هضر وقال اجماعا على الشيطان اسمعوا الشعب هذا طرقوا الاطروحه نتاعو المطالب نتاعو ما كان حتى واحد. Personne n'est sorti. Tout le monde fait la carte. Est-ce que vous n'exagérez pas non plus? Hakim Haddad semble un peu hocher de la tête pour dire non, ce n'est pas aussi systématique que ça. Mais sinon, d'abord, je veux rappeler à Adel Jabbar que les détenus dont vous parlez, les 23 détenus qui ont été incarcérés en une seule journée après la décision du Tassaïd du 3 avril, sont dans un état, j'allais dire, difficile, parce qu'ils sont en grève de la faim depuis 9 jours et que 3 d'entre eux sont dans un état jugé assez sévère. Je vous laisse poursuivre avant de revenir à Hakim Haddad. Donc, il y a des gens qui sont très propres, qui sont restés égaux à eux-mêmes. Moi, il y a une question qui est très simple. Je suis de son côté, c'est clair, net et précis. Donc, tous ceux qui se positionnent de l'autre côté de la clôture, je les considère comme des gens qui sont hostiles au mouvement de revendication du peuple. Qu'ils fassent Mais il y a cependant, Adel Jabbar, Samahni, il y a parmi les universitaires, parmi les avocats, parmi même les magistrats, pas les enseignants, il y a des individualités qui sont exprimées clairement en faveur du Hirak,
qui ont porté des banderoles, qui ont crié avec le peuple les slogans du peuple. Donc on ne peut pas dire personne. Ce serait mettre dos à dos, ce serait mettre dans le même sac plutôt des gens qui s'engagent avec des gens que vous êtes en train de décrire très bien par ailleurs. Non, ceux-là sont nos frères, ils sont parmi leur peuple, on les voit, ils sont à l'avant-garde du combat, ils font des déclarations, ils se positionnent clairement. Ce n'est pas de cette élite-là que je parle. Je ne vais quand même pas mettre, moi, un Karim Tabou avec Soufiane Gilali ou Mokri, c'est impossible. Il faut être cinglé pour le faire. Il faut des Boumala ou d'autres militants du Hirak. Les choses sont parfaitement claires. Il n'y a pas d'équivoque là-dedans. Donc, il ne faut pas qu'on essaie de nous enrouler dans la farine aussi pour dire, voilà, Hirak. Bon, je ne veux pas citer des noms, mais il y a des gens qui me dégoûtent parmi cette élite-là. Ils font des déclarations méprisantes vis-à-vis de leur peuple. أنا jamais شفت واحد يسب الشعب نتاعو، يسب الدين نتاعو، يسب المله نتاعو كيما هاد ليليت هذه نتاع الظلم والحقره. Vous avez un grand écrivain qui vient de faire des déclarations méprisantes vis-à-vis du peuple. هذوما 40 مليون تاع بشر، يا ربي يعودوا غير 20 مليون منهم اللي يخرجوا. علاش تسبهم؟ علاش تطيحهم؟ كي نسبهم عليا وما نقدرهمش، c'est comme si j'ai insulté mon père, ma mère, ma famille, mes amis et tous les gens. Et restez avec nous, Adel Jabbar, je reviens à vous dans un moment. Hakim Haddad remarque avant que je vous pose une question en particulier. Oui, ben moi je vais le nommer. Oui. Ce grand écrivain donc, que M. Jabbar vient de Madabia, ou Nberred Galbi aussi. Alors, il a le droit de dire les choses. Il a le droit d'écrire les choses. Évidemment. Mais il a le droit et le devoir aussi d'écouter ce qui lui revient aussi aux oreilles après qu'il ait dit les choses. Parce que souvent, il écrit, je le dis, il est insultant, provocateur. Quand nous lui répondons et quand les gens lui répondent, que ce soit en Algérie ou en dehors de l'Algérie, il m'empêche de parler, et c'est quoi le droit de la liberté d'expression, etc. Donc, il a le droit de parler et il a le droit d'écrire. Alors que lui reproche aux gens de parler au nom du Hirak, au nom des Algériens. C'est ça. C'est ça le... Donc précision utile au cas où il est aux oreilles cette petite intervention. Il a le droit d'écrire et je défendrai et son droit d'écrire et son droit de parole, et même si je ne suis pas d'accord. Mais sa dernière sortie, je ne vais pas traiter tout le papier qu'il a le droit, voilà, mais qu'il dise aux Algériennes et aux Algériens, ou qu'il insinue que les Algériennes et les Algériens qui vivent à l'étranger n'ont pas le droit de s'occuper de la politique de leur pays. C'est comme un certain Zermati, il y a quelques semaines, qui voulait déchoir ces Algériennes et ces Algériens de l'étranger, qui vivent à l'étranger, de leur nationalité. Ces Algériennes et ces Algériens à l'étranger, qui ne sont pas partis de Gaîté de Cœur et qui n'y vivent pas de Gaîté de Cœur, ont le droit, et même en ce moment même, le devoir de s'occuper de la politique de leur pays. Ils en sont une composante pleine et entière. Donc que M. Daoud dise ce qu'il a à dire et qu'il laisse les Algériens dire ce qu'ils ont à dire, même si ça ne lui plaît pas. En tout cas, certains Algériens n'ont pas attendu qu'il les autorise à lui répondre, puisqu'il a reçu des réponses magistrales, notamment celle de Ali Ben Saad, le professeur Ben Saad, qui lui a répondu de façon vraiment magistrale. Alors, le Hirak, demain, journée 113 du Hirak, un moment où réellement, Ramadan, ces pénuries, cette flambée, cette, j'allais dire, tentation qui plane un peu d'aller un peu vers plus haut, l'escalade Saïd Kimegoulou, parce que les gens ont envie de pousser un peu les événements, de les provoquer, d'aller vers plus. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur d'abord le Hirak Tardoua et ensuite sur cette aspiration des Hirakistes à aller plus loin? D'abord, première chose, je souhaite d'abord un bon vendredi, le premier vendredi du mois de Ramadan, aux Algériennes et aux Algériens qui sortiront demain en Algérie et dimanche prochain ailleurs. Voilà, oui, la situation n'est pas facile. Alors, vous l'avez dit, on en est au 113e vendredi. Alors,
je ne sais pas combien ça fait de semaines, mais ça fait plus de 2 ans en tout cas. Voilà. Ça fait 113 semaines. Voilà, oui, c'est évidemment. Siam. Ramadan. Voilà. ما نحصلوش في رمضان, mais, donc ça fait 113 semaines, ça fait plus de 2 ans. Et depuis le retour des marches et des marches imposantes, et qui se sont imposées, y compris à Alger, la capitale, où les autorités auraient bien voulu que ça marche ailleurs, dans différentes régions, mais pas la capitale. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et bien, les Algériens sont arrivés à récupérer les pavés de leur capitale depuis 2 mois. Et que nous devons continuer de la sorte. Ça veut dire que nous devons continuer à marcher, ou en tout cas avec la volonté de marcher, et que ce soit le vendredi, que ce soit Bitaviat el-Hal les mardis, et s'il le faudra, et c'est pas d'aujourd'hui que je le dis, le samedi, ensuite un autre jour, voilà, en fonction de la situation, parce qu'il faut aussi penser aux citoyennes et aux citoyens qui ne peut pas se nourrir et nourrir sa famille et subvenir à ses besoins et de sa famille s'il va tous les jours faire des marches, voilà, donc voilà la situation, chaque vendredi, chaque mardi, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, un peu partout en Algérie, mais quid maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est juste un débat que nous posons, c'est juste des interrogations que nous posons, c'est juste un dialogue que nous souhaiterions avoir, des échanges que nous souhaiterions avoir avec, comme je l'appelle, le peuple du Hirak, les composantes individuellement ou collectivement du Hirak. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me rappelle avant une initiative qui a été lancée il y a de cela 24-48 heures, elle a été lancée sur votre plateau, elle a été dite sur votre plateau il y a de cela 3 semaines. Donc il y a eu monsieur Fersaoui, président du RAJ, Abdelwahab Fersaoui, que je salue, qui a appelé nommément à une conférence nationale ou à des assises nationales ou à un congrès national ou à ce qu'on veut, une rencontre nationale, pourquoi pas le 8 mai prochain à Kharrata, voilà, avec la symbolique que cela représente. Quel est le but d'initiative comme celle-là? Ça veut dire que nous occupons la rue, nous occupons une partie du rapport de force, mais nous avons aussi besoin de nous concerter. Il y a un danger aujourd'hui, tant avec la répression, qui va, il ne faut pas se faire d'illusions, qui va monter crescendo d'ici le 12 juin, parce qu'ils tiennent à leur 12 juin, donc ils vont essayer de faire taire ce Hirak le plus violemment possible et le plus vite possible. Il y a deuxièmement Terwin, dont on parle depuis des semaines et des mois. Jusqu'à quand on va se regarder dans le blanc des yeux pour trouver des solutions à ça et pour s'unir sur une orientation, sur une stratégie commune et pour faire aboutir les revendications du Hirak. Je sais que ce que je peux dire aujourd'hui, que l'initiative qu'a lancée, dont a parlé publiquement M. Fersaoui, le président du RAJ, peut déplaire à certains. Mais ce que nous cherchons, c'est débattre. C'est venez, que ce soit à Kharrata le 8 mai ou que ce soit ailleurs à un autre moment, mais de toute façon le plus vite possible, si débattons et dialoguons. Mais si de tant est comment... que c'est possible, pardon de vous interrompre. Je vous en prie. Si tant est que c'est possible qu'une rencontre puisse avoir lieu à Kharrata le 8 mai 45. Je fais confiance au peuple de Kharrata. Qui serait concerné? Qui organiserait? Je ne joue pas au pisse-froid, hein, je ne veux pas décourager les gens. Non, mais c'est des questions qui se posent. Qui sont comment faire pour nécessaires d'être posées? Qui seront habilités à parler au nom de tout le monde? Qui va tenir conclave? Comment ça pourrait se passer? Et surtout, autre question, pourquoi ne pas privilégier, par exemple, d'abord l'élargissement de l'assiette Hirak? Ça veut dire essayer de gagner les autres villes qui sont un tant soit peu mitigées, pour pouvoir passer à un palier supérieur qui est celui de la discussion et de la concertation. D'abord, encore faut-il que ça puisse se faire, vous avez dit, en termes organisationnels. Je fais confiance aux valeureux et aux valeureuses gens de Kharrata, ou d'ailleurs, si ça doit se faire ailleurs, pour qu'ils puissent organiser et tenir comme il se doit une rencontre comme celle-là. Ensuite, avec la sécurité, ils ont
accueilli le 16 février 2019. Ils l'ont fait chaque année, à chaque anniversaire. Depuis des années, ils font aussi des commémorations le samedi, etc. Donc, ils sont aguerris à ce genre de choses. Et puis, y compris en termes de sécurité, il vaut mieux la tenir à Kharrata même, Bijibali Hashamikhat, que dans des villes sur la côte où il y aurait plus de risques de répression, d'infiltration, etc. Parce qu'infiltrer à Kharrata, ça doit être assez difficile. Voilà, il faut se lever très tôt ou ne pas dormir. Voilà. Donc d'abord, je fais confiance les Chab Kharrata, les Beyenna qui nous a montré son efficacité. Ensuite, vous dites, et à juste titre, c'est des questions nécessaires qu'il faut qu'on se pose et auxquelles je n'ai pas, et personne aujourd'hui ne peut avoir la prétention de dire j'ai toutes les réponses. Parce que ça veut dire qu'il y a un laboratoire qui aurait travaillé en amont pour lui donner ses réponses. Ça se veut un appel à une rencontre, une première rencontre. Quand vous dites ensuite qui y assisterait, moi je pense que d'abord la première des choses, que je ne vais pas dire ces leaders ou encore moins d'autres mots qui ne sont pas acceptés dans le Hirak, mais que ces images connues et reconnues, que ces visages connus et reconnus dans le Hirak, et je pourrais citer plein de noms, M. Bouchachi, M. Tabou, bien sûr Monsieur Boumala, Samir Blarbi, Samira Msoussi, Nour El-Houda Ougadi, Brahim Tajadit, Mohamed Tajadit, Allah yitlaq sarahou, Brahim L'Alami, enfin tous ces gens-là, ces visages connus, non pas qui sont des représentants, mais qui sont des visages connus, qui ont une notoriété, bien sûr, Monsieur Fersaoui, Bitabiat El-Hal, eux-mêmes, mais aussi d'autres franges du Hirak. Je ne vois pas pourquoi on empêcherait un étudiant venu de Guelma, ou on empêcherait un étudiant ou une étudiante venue de Tizi Ouzou, ou je ne sais pas moi, un postier venu de Stéif, ou de venir assister à cette rencontre nationale et dire son mot à cette rencontre nationale. Donc, l'appel est à tout le monde. Il concerne tout le monde. Ce n'est pas Mu'tamar Somam, ou là, ce n'est pas l'Aqd al-Watani avec quelques personnes qui représentaient des forces politiques organisées. Ce serait une agora populaire. Voilà, ce serait une agora populaire. Personne ne viendrait escaliter. Personne, non. Voilà, donc pour répondre à la deuxième question, pour essayer de rassurer les gens, ce n'est pas une rencontre entre des leaders autoproclamés qui ensuite iraient discuter, et j'en arrive, avec les autorités ou avec le pouvoir, etc. Très rapidement, il s'agit de discuter dans la mesure du possible pour lancer un appel à une sorte de mise en place, comme je l'avais appelé, de la feuille de route, des différentes feuilles de route pour le Hirak. Ça veut dire comment va avancer le Hirak, quels sont, nous disons dans la rue, Madaniya ou Laysa Askariya, civil et pas militaire. Il faut... Donc comment nous traduisons ça sur le papier politiquement? Comment ça s'est traduit politiquement sur le papier? Il y a donc des périodes de transition, il y en a qui veulent la démission du chef de l'État et avec des présidentielles anticipées, en l'occurrence M. Tabou, etc. Donc comment pourrons-nous unifier tout ça? Et ça ne peut pas se faire en une seule rencontre, ça pourrait se faire sur plusieurs rencontres. Ce serait le commencement de quelque chose. Ce serait le commencement de quelque chose. Et juste pour dire... reconnaître à Fersaoui ce qui appartient à Fersaoui, c'est que cette idée, elle existe dans la tête des gens et on la susurre depuis des mois. Et depuis des mois et des mois, les gens attendent quelque chose de la part d'acteurs en vue ou d'actrices en vue dans le Hirak. Ça ne peut être que méritoire. Fersaoui et d'autres plus anonymes l'avont fait. Eh bien, tant mieux. Et je les salue pour ça. Maintenant, il faut que les autres personnes connues se joignent et disent ce qu'elles disent. Plutôt que de critiquer ou dénigrer ou de rester silencieux. Ou de rester silencieux, comme ça a été dit tout à l'heure. Alors, Adel Jabbar, sur ces questions? Sur ces questions, la rencontre prévue de Kharrata est pour moi une excellente initiative citoyenne, comme il y en a eu
Avant, il y a eu plein d'initiatives et de rencontres politiques de cette nature-là, qui ne parlaient pas de Hirak, parce que le Hirak n'existait pas, mais c'était des rencontres politiques qui proposaient des feuilles de route pour aller vers un changement de la gouvernance et du régime militaire. Mais toutes les propositions ont été torpillées par les tenants du pouvoir, par les mukhabarat, qui ont tout fait échouer. Je ne pense pas qu'une plateforme issue de cette rencontre de Kharrata puisse déboucher les oreilles jusque-là pleines de cire du pouvoir militaire algérien. La solution, à mon avis, est dans le Hirak d'une part, en tant que force incontestable qui occupe la rue, qui porte haut et fort les revendications de liberté, d'indépendance et de changement radical du régime, mais aussi entre les mains des tenants du pouvoir. Non, nous pouvons organiser n'importe quelle réunion ou rencontre ou forum politique. Mais si ça arrive au niveau des décideurs et que c'est jeté dans la poubelle, ça ne changera pas grand-chose à notre vie, à notre quotidienneté et à notre avenir. À mon avis, l'unique solution aujourd'hui, ce serait une véritable escalade musclée, massive et permanente du Hirak. Le Hirak, dans son méga cerveau génial, a dit comme deux vous choses. dites musclé, rassurez-moi, Adel Jabbar, qu'est-ce que vous entendez? Pas avec des armes. Ne pas avec des armes. Non, non. Ni soyons avec clairs, une quelconque c'est violence non, qui soit. Quand je parle de la massification du mouvement, j'appelle nos frères de toutes les autres wilayas à s'impliquer parce qu'il s'agit de leur avenir et de celui de leurs enfants. Cette Algérie n'appartient pas uniquement aux Algérois, Constantinois, Annabi ou Oranais qui sortent pour battre le pavé. Cette Algérie appartient à tous les Algériens. Il ne faudrait pas qu'ils restent dans les gradins pour voir le train passer. Ils doivent devenir des acteurs et cesser d'être des spectateurs. Si on invoque la peur est pour tout le monde. Les gens qui manifestent à Alger ont peur aussi. Mais ils savent une chose, ils savent que la peur ne peut pas faire reculer le danger qui va être catastrophique demain parce qu'il va emporter notre pays et notre peuple. L'Algérie risquera une désintégration devant ce mur embêtant qui est constitué par l'oligarchie militaire prédatrice criminelle qui ne veut pas écouter ce peuple-là. Aujourd'hui, avec le retour de Tawfiq et la Tawfiq et Boy, on a commencé à aller la nuit tomber, ramasser des Algériens chez eux. Ça me rappelle tristement 92, 13, etc. Donc après les répressions féroces, brutales et violentes de jeunes et de vieux et de femmes et d'enfants dans la rue, aujourd'hui c'est à la nuit tombée qu'on part ramasser des Algériens pour la simple raison qu'ils ont crié leur mal, comme nos enfants qui ont été incarcérés, les Tajadit et les autres qui sont avec lui. Et donc la solution est dans la main de l'armée. Pour pouvoir les emmener à nous écouter, il faut les étouffer. Pour les étouffer, la seule chose, c'est la pression populaire dans la rue. C'est pourquoi je parle de massification, de permanence du mouvement de revendication. Mais comment faire, Adel Jabbar, pour obtenir cette massification, pour permettre à ces régions prises en otage par le régime et ses relais de pouvoir briser le carcan et rejoindre leurs frères? Comment faire concrètement? Mais concrètement, il y a des appels qui sont lancés. Pourquoi les gens à Alger sortent à 200, 300, 400 000? Pourquoi les gens à Constantine sortent à Annaba? J'ai vu une image qui m'a déchiré le cœur, au point de me décourager. Le samedi dernier à Annaba, il y avait des hirakistes qui passaient sur le cours de la Révolution et d'autres qui étaient en train de brûler leurs cigarettes, de prendre du thé et à la limite de se foutre de leur gueule. Ils ne savent pas ou ils ne veulent pas savoir. Moi, je paraphraserai Jésus qui a dit à Dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas. Mais ces gens-là savent que demain, ça va être un enfer pour eux. Il faudrait qu'ils s'impliquent davantage. Ce combat est le combat de tous les Algériens, de tout le peuple algérien sans exception, en dehors de la clientèle et de la parentèle du régime. Des gens qui profitent de ce régime-là, ils ont le droit
de défendre leur À casse-croûte. à vos côtés, Adel Jabbar, nous faisons défiler la liste des détenus. Voilà. Et je vous laisse poursuivre. Donc, il faudrait que les gens prennent définitivement conscience. Moi, des fois, je vous assure, moi, je suis très impliqué dans ça, socialement, politiquement, etc. Mais il m'arrive des fois d'avoir des moments de dépit quand je vois des gens regarder le train passer ou les vaches passer, ils ne s'impliquent pas, ils sont au charbon. Pourquoi les gens n'ont-ils pas mal au cœur de voir des jeunes comme ça, incarcérés à la veille de Ramadan? Si normalement les Algériens devraient sortir en millions pour revendiquer la libération inconditionnelle de ces otages-là, de ces victimes de l'oppression et de la terreur. Et restez avec de ce nous, régime militaire. Adel Jabbar, dernier tour de micro, 2 minutes chacun. Nous arrivons à la fin de l'émission. J'aimerais que vous nous parliez de demain, Hirak, Redouane, 113. Peut-être autre chose? Oui, continuer sur mon idée tout à l'heure, parce que ça me paraît essentiel, oui. Et ça fait partie du vendredi, le Jumu'ah, de vendredi 113 et du 214. Alors, bien évidemment, je l'ai précisé tout à l'heure, il faut que la pression de la rue continue et s'accentue. J'ai même dit, si on pouvait passer à d'autres jours, en plus du vendredi et du mardi, à la bonne heure, marhaba, le samedi, le dimanche. Donc, devant M. Jabbar, il faut maintenir la pression dans la rue, elle est essentielle. Mais à côté de ça, moi je vous donne un exemple, les détenus, ils sont embarqués et ils sont mis en prison et nous, on est là à protester avec les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux et quelques-uns devant tel tribunal ou tel tribunal ou tel autre tribunal. Eh bien, le fait de donner la possibilité à des gens de se rencontrer, de discuter, de débattre, c'est aussi pour, rendre plus efficiente la lutte, rendre plus efficace la lutte. Comment on peut faire et d'aller plus loin dans notre revendication pour la libération des détenus. Par exemple, dernière petite chose, votre question est une partie de la réponse de notre ami, c'est comment aller chercher ces gens-là qui ont petit à petit déserté ou qui allument leurs cigarettes et qui regardent les autres. Je suis sûr qu'ils ont aussi mal au cœur que nous tous et que nous toutes pour les détenus. Ça veut dire qu'il faut se poser la question du pourquoi ces gens-là maintenant ne marchent plus avec le Hirak. Et pour ce faire, il faut qu'on se rencontre. Deuxième élément, et ça répondra à votre question de tout à l'heure quand vous m'avez dit pour aller récupérer ces régions, il faut donc se poser la question pourquoi ces gens-là ne marchent plus dans le Hirak, trouver, et c'est facile, c'est pas difficile de trouver les réponses, et aller ensuite vers eux. Aller pour les convaincre. S'il faut organiser après une première conférence nationale, des conférences régionales, des rencontres régionales, etc., ou locales, eh ben, il faudra passer par là. Et je me permets de vous interrompre parce qu'il ne reste plus de temps. Adel Jabbar, le mot de la fin vous revient en moins de 2 minutes si c'est possible. Merci. Bon, je suis certain que demain, ce sera encore une grosse journée, un très bon vendredi 113. J'appelle notre peuple à ne pas se démobiliser, à ne pas se lasser. La révolution n'est pas un contrat à durée déterminée, c'est un contrat à durée indéterminée. Tant que durera l'oppression, la hogra, la pauvreté, les prédations, il faudrait que notre peuple puisse continuer à lutter pour arracher sa liberté, son indépendance et pouvoir permettre aux nouvelles générations qui viennent de vivre chez elles tranquillement, de manière apaisée, de savoir ce que c'est pour une fois le bonheur. Savez-vous que dans la Constitution américaine, le bonheur est inscrit comme quelque chose de coulé dans le béton. En Algérie, c'est le cauchemar qui est inscrit dans la constitution algérienne. Les Algériens vivent comme des reclus, des opprimés, des colonisés dans leur propre pays. J'appelle mes frères, mes sœurs et le peuple algérien à ne pas baisser les bras. Notre combat est très juste et celui qui demande ses droits n'est pas en train de demander quelque chose d'illégal. Soyons courageux, continuons la lutte. Moi, je fais ce travail-là.
mon avenir est derrière moi, c'est pour les générations qui viennent que nous devons nous mobiliser pour les libérer de ce joug colonial, de cette oppression, de cette dictature militaire atroce, ignoble et inculte. Adel Jabbar, merci beaucoup. Hakim Haddad, merci beaucoup. Tarek Ammar Khouja, merci beaucoup. Massoud Boudiba, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. صحة فطوركم يعطيكم الخير ولهنا إن شاء الله. بقاو على خير، تهلاو في رواحكم. سلمية سلمية، خاوة خاوة، حتى نجيبوا الحرية. بقاو على خير.